honorés pour l'association Alper Force que vous soyez avec nous, que vous nous Oui. accordiez ce temps. C'est vraiment important, hein. Donc voilà, hein. Donc on discutait un petit peu avant que vous arriviez. Bon, bah, toutes les filles vous connaissent, hein, mais bon, c'est difficile de ne pas vous connaître, hein. C'est Ah vrai que bon, vous vous êtes, voyez? oui, c'est vrai que vous êtes présent depuis tellement longtemps et voilà, fondateur de l'Institut Shatsu, auteur de nombreux ouvrages. Et puis alors, ce livre, ce best-seller, hein, Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi, Oui, qui a été réédité là pour ses 30 ans. Alors, qui oui. était là avec nous depuis très longtemps et qui revient au bout de 30 ans, comment vous pouvez nous expliquer que cet engouement pour ce livre et ce succès? C'est très difficile de pouvoir, de façon précise et objective, dire voilà, c'est dû à ça, à ça, à ça. Je pense que très globalement, euh, ça a été la rencontre entre une certaine vision et une certaine approche de ce qu'était la santé que j'ai rencontré avec la médecine traditionnelle chinoise et la pratique du shiatsu. Et puis une époque qui est une époque à partir de laquelle, et c'était déjà vrai il y a 30 ans, et ça commençait déjà à cette époque-là, une époque où les êtres humains ressentaient de plus en plus, au niveau de leur vie et de leur quotidien, une perte de sens, ou en tout cas un besoin de comprendre ce qui leur arrive, le pourquoi ils sont là. Et en fait, ça a été à partir de là, la rencontre avec les patients et la patientèle qui m'a amené, au fur et à mesure de leurs questions, à essayer de trouver des raisons d'être et de constater que peut-être que chaque fois que je recevais une personne qui avait une douleur dans telle ou telle partie du corps, au cours de la phase de l'entretien, quand on parlait de tout ce qui était le contextuel de cette douleur ou de la pathologie, quand il avait émergé, son historique, etc., je rencontrais des grandes similitudes de vie, des éléments qui étaient plutôt relativement comparables et qui, partant de là, ont un petit peu réveillé en moi la curiosité de l'individu et fait que je suis allé chercher un petit peu plus loin. Et je suis allé chercher dans les critères qui étaient les miens, qui étaient ceux donc, notamment de la médecine traditionnelle chinoise. Et c'est là, effectivement, où j'ai découvert en fait le fait que la médecine traditionnelle chinoise nommait un certain nombre de choses très précisément dans cette idée-là, que nous avions totalement oublié ça parce que seul ce qui était visible et donc la réalité corporelle et mécanique était valable, et que nous avions laissé un peu le reste de côté et qu'aucun lien n'existait plus. Et dans la médecine traditionnelle chinoise, il y a un concept particulier qui s'appelle le concept des entités viscérales ou des instances psychiques, et qui dit très globalement que peut-être bien qu'il y a à l'intérieur de notre corps des plans de conscience qui sont associés à des parties du corps, et que, selon ces principes, la médecine traditionnelle a édicté une espèce de phrase symbolique qui dit que la maladie apparaît dans l'organe quand la conscience qui l'habite le quitte. Et à partir de là, eh bien, je trouvais un lien avec ce qu'était la question du sens. Et comme je me suis formé, j'ai beaucoup travaillé sur la vision jungienne du monde et de la vie, et la manière avec laquelle il avait associé les champs du subtil et du non visible avec la réalité psycho-émotionnelle et la réalité physique, eh bien, petit à petit, j'ai constitué ces liens. Et ces liens, au départ, je ne m'en servais, je ne les utilisais que pour ma patientèle. Ouais. Jusqu'au jour où, à un moment donné, de plus en plus de patients me disaient mais bon sang, pourquoi est-ce que il n'y a pas d'écrit là-dessus? Personne n'a écrit, on ne sait pas, et etc. Et à l'époque, j'avais à peu près 6000 consultations en fiche. Donc j'avais pas mal de demandes, et c'est là où je me suis dit, mais oui, peut-être qu'il faut écrire. Et je me suis dit que cet écrit, qui oui apportait du sens, qui oui répondait à une vision qui était la mienne, qui oui répondait à une vision qui était celle des patients qui venaient me voir, bah, aller répondre à une petite niche particulière. Et c'est là où j'ai été effectivement totalement bluffé par le fait qu'en manifestement, ça répondait à énormément de gens. Alors, je m'étais posé la question en amont sur l'écriture, parce que ce qui m'a retenu, j'ai mis un peu plus de 2 ans à préparer l'écriture et à me mettre à l'écriture, parce que je tenais absolument pas à rentrer dans une systématique de type de recette ou parce que j'ai mal là, ça veut dire ça, tu devrais faire ceci, tu devrais faire cela, qui est un petit peu la vision type nord-américaine. Et moi, je ne voulais absolument pas rentrer dans ce schéma-là. Je voulais que la grille de lecture proposée soit suffisamment ouverte pour que chacun puisse y inscrire son histoire.
Et manifestement, quand effectivement le livre est paru à l'époque, et c'était pas du tout la mode à l'époque, c'était pas une vision du monde qui était une vision qui était très partagée. J'ai même eu quelques soubresauts sociétaux et environnementaux autour, parce que on me demandait toujours, mais de quel droit vous dites ça, etc., etc. Toujours est-il que moi, ce que je constatais, c'est que manifestement, ça répondait à un vrai besoin. Ça répondait à un besoin absolument incroyable et qui venait nourrir quelque chose qui dépasse même la question intellectuelle, parce que j'avais souvent constaté que des gens qui me téléphonaient parce qu'ils étaient bloqués du dos, ils avaient très mal, à partir du moment où ils avaient eu leur rendez-vous et qu'ils raccrochaient au téléphone, ça commençait déjà à aller mieux. Et que manifestement, par conséquent, la manière dont je conçois ce qui m'arrive peut déjà participer au processus thérapeutique. Voilà. Et bien évidemment, le succès, il est venu renforcer ça, parce que 30 ans après, il est toujours en pile dans les grands magasins, il se vend toujours autant, et j'en suis très touché, très ravi, etc. Oui, parce que c'est vrai que lorsque on tombe malade, qu'on a cette annonce de la maladie, c'est vrai qu'il y a beaucoup de questionnements au niveau des personnes. Ces personnes qui Bien sûr, demandent pourquoi ça m'arrive, bien pourquoi sûr. maintenant, qu'est-ce que vous pourrez répondre à cela, pourquoi ils ont toutes ces questions-là, pourquoi moi, pourquoi maintenant? Parce que nous sommes éduqués, nous grandissons, nous sommes cultivés, nous sommes formatés dans une pensée dans laquelle la maladie ou le traumatisme, c'est une fatalité, c'est un hasard, c'est quelque chose qui nous arrive comme ça. Mais ce dont on ne se rend pas compte, c'est qu'à travers cette manière d'expliquer les choses, on désapproprie la personne de la part qui est la sienne. Or, dans le processus de guérison, on peut toujours soigner, mais dans le processus de guérison, il est essentiel, il est fondamental que l'individu se réapproprie la part qui a été la sienne, parce que c'est ça qui le rend acteur de ce qui peut se passer derrière. Je crois que, comment dire, là j'ai plus d'image, l'image est coupée manifestement. Vous me recevez ou pas? Oui, 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 toujours, Impeccable. oui, oui, Ah ben voilà, impeccable. ça y est, je vous ai retrouvé là. Et que le fait de redevenir acteur de ce qui est en train de se passer est essentiel donc, au processus de guérison, au processus de récupération de l'état de santé. Mais que ce processus, bien sûr, de reprendre le rôle de l'acteur, c'est un processus de responsabilité. C'est-à-dire, il faut accepter la part qui a été la sienne. Et pas dans une idée de culpabilité, mais juste dans une idée de se dire, voilà, si ça m'arrive, peut-être bien que ça n'est pas un hasard. Peut-être bien que ça vient me dire quelque chose. Peut-être bien que c'est dans un moment de ma vie où un certain nombre de processus préalables qui avaient peut-être essayé de m'informer n'ont pas été entendus, quelles que soient les raisons de cela. Peut-être bien que ce sont mes comportements et mes modes de penser le monde qui finalement m'ont conduit à cela et qui ne sont pas obligatoirement totalement appropriés. Et donc, partant de là, à partir du moment où déjà la personne commence à s'interroger, eh bien, elle commence à donner du sens. Et comme elle commence à donner du sens, elle commence à s'approprier les choses. Comme elle commence à s'approprier, elle redevient actrice de ce qui se passe. Donc, elle a un potentiel de participation aux soins. Et c'est quelque chose qui est majeur. Ah ouais. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que nous, au sein de l'association, nos accompagnements, c'est essentiellement des personnes qui ont des cancers. Et on se rend compte, en fait, qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont malades, notamment Oui, les cancers. Alors, comment vous oui. pouvez expliquer ça? C'est le mode de vie, c'est la façon de vivre? Comment vous Bien sûr que pouvez... ce sont nos modes de vie. Bien Hmm. sûr que ce sont nos modes de vie. Si on veut parler de tous ces sujets-là de façon saine, il faut absolument que toutes les personnes qui nous écoutent mettent absolument de côté toute notion de culpabilité ou de culpabilisation de quelle qu'elle soit. Ce n'est pas parce qu'on a péché ou qu'on a fauté qu'on est malade. Ça n'a rien à voir avec ça. En revanche, ça a à voir peut-être avec des modes de vie qui sont les nôtres. Qu'est-ce que c'est des modes de vie qui sont les nôtres aujourd'hui? Ce sont des modes de vie dans lesquels nous sommes de plus en plus désappropriés du vivant. Nous ne respectons plus ce qu'est la vie et le vivant parce que nous avons voulu croire, on nous a fait croire, on nous a enseigné que la vie, ça n'était que ce qui était visible et que ce qui était tangible, qui était la matière, qui était la densité.
Donc, si vous avez par exemple une douleur dorsale, mais qu'il n'y a rien qui est visible à la radio, on vous dit que vous n'avez rien. Sauf que vous avez quand même malgré tout la douleur. Et on est confronté de nos jours eh bien, au fait que tout ce non visible que l'on a nié pendant trop longtemps, il va participer à une fragilisation du terrain. Fragilisation du terrain soit sur le plan mécanique, soit sur le plan immunitaire ou sur le plan des capacités de défense. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Quels sont nos modes alimentaires? Qu'est-ce que nous mettons dans notre assiette? De quoi nous nourrissons-nous? De quelle façon ont été élevés les animaux dont nous nous nourrissons ou les plantes? De quelle façon ont-elles été cultivées? Quel est le rapport que nous entretenons au vivant? Quel est le rapport que nous entretenons au vivant qui est en nous? Quels sont les comportements et les modes de vie qui sont les nôtres? Nous avons plutôt tendance, vous savez, trop souvent à être dans des corps que nous considérons comme devant être des machines qui doivent obéir au doigt et à l'œil. Et tant qu'elle fonctionne bien, cette machine, on y porte peu d'attention. Et c'est le jour où elle dysfonctionne qu'on commence à s'intéresser à lui ou à elle. D'ailleurs, le processus de la douleur, il est là pour nous ramener la conscience dans la zone corporelle qui fait mal. Et que petit à petit, à travers les modes de vie qui sont les nôtres, c'est-à-dire vers une espèce de course à l'échalote vers l'extérieur, eh bien, nous nous éloignons de la vie, du vivant et de nous-mêmes. Et c'est là où les grandes pathologies vont commencer à émerger. Nous quittons l'époque et les époques où les pathologies dominantes sont plutôt des pathologies qui étaient plutôt des pathologies de crise, une bronchite aiguë, un refroidissement ou des choses de ce style-là, pour aller vers des pathologies qui sont beaucoup plus fonctionnelles ou qui sont beaucoup plus structurelles et qui vont nous parler de quelque chose qui est au plus profond de nous-mêmes, qui s'appelle l'homéostasie, la capacité à l'équilibre de vie se faire en nous. Si nos modes de vie sont profondément déséquilibrés, tant sur le plan physique que sur le plan psychique, nous sommes à 80% des individus qui, pour la plus grande partie de leur journée, voire de leur nuit, existent et fonctionnent sur le stress. Il faut savoir que le stress, sur le plan immunitaire, c'est immunodéprimant. Il faut savoir que le stress, sur le plan biologique et physiologique, c'est fragilisant. Ça porte atteinte au fonctionnement des surrénales, à notre capacité à éliminer les toxiques, etc., etc. Et que tout ça, à un moment donné, ça va finir par s'inscrire en nous. Mmh. Oui, et puis c'est aussi revenir aux essentiels, quoi. C'est important, ça. C'est revenir aux essentiels. Là-dessus, bien sûr qu'il y a le best-seller « Dis-moi où tu as mal », mais j'ai écrit un autre livre qui s'appelle « Dis-moi comment aller chaque jour de mieux en mieux », dans lequel justement j'essaye de ramener un petit peu à cet essentiel. Très sincèrement, j'y prends l'exemple, je fais l'analogie de la façon dont on s'accueille le matin dans la glace de la salle de bain. Et de la manière avec laquelle finalement on a un rapport à soi qui n'est pas un rapport de respect ou un rapport d'amour. Pas le rapport d'amour autosatisfait, narcissique et nombriliste. Non, non. Juste un rapport d'amour dans l'amour véritable, dans l'amour du respect. Je fais cette analogie de lorsque nous recevons un ami ou une amie chez nous, le matin quand on les rencontre au réveil, on leur demande s'ils ont bien dormi, qu'est-ce qu'il leur ferait plaisir d'avoir au petit déjeuner, qu'est-ce qu'ils ont envie de faire la journée, etc. Tout un tas de choses dans lesquelles nous sommes à la fois aimants et aimables, etc. Et je m'interroge et je me dis, mais pourquoi ne sommes-nous pas capables de faire ça avec nous-mêmes? Plutôt que quand on se voit dans la glace de la salle de bain, de dire, oh là là, t'as vu ta tête ce matin, et le regard qu'on se jette dans la glace de l'ascenseur, ou quand on passe dans la rue, dans une vitrine, toutes les critiques qu'on s'envoie en longueur de temps. Le vivant, il a besoin en nous que tous les flux vitaux, et notamment justement le psycho-émotionnel et les émotions, circulent librement, circulent de façon un peu comme la circulation sanguine, de façon chaude, chaleureuse et joyeuse. Et qu'il nous faut apprendre à réinstaurer un rapport à nous-mêmes qui soit un peu plus juste. Il y avait dans les anciennes traditions quelque chose qui s'appelait la méditation ou la prière, qui étaient des moments où on se retrouvait avec soi et où on pouvait. Mais ça nous a pas été très bien vendu. Mais revenir à soi, c'est aussi se démontrer à chaque occasion que on regarde dans la direction qui est la direction la plus lumineuse qui soit, qu'on se souhaite le meilleur et que à partir de ce moment-là, on est dans le plus grand respect de ce qui est le principe de vie à l'intérieur de nous. Évidemment, et c'est vrai que la bienveillance, c'est vraiment quelque chose de tellement important. Et déjà d'être bienveillant envers soi-même, ça c'est une des bases, ça c'est sûr. Mais en comprenant bien que la notion de bienveillance, c'est pas une notion de gentillesse ou d'empathie.
c'est une notion, la bienveillance, en fait, c'est une notion de vacuité, c'est-à-dire c'est une disponibilité à la vie, au vivant. C'est la capacité à accepter, d'accueillir, d'entendre ou de recevoir toute chose sans la juger, en lui donnant la juste place qui est la sienne. Et nous sommes des êtres vivants, nous sommes des êtres qui ont peur, nous sommes des êtres qui ont faim, nous sommes des êtres qui ont envie d'aimer, nous sommes des êtres qui ont envie d'être reconnus. Nous avons ce besoin qui participe à notre relation au monde et à nous-mêmes. Il faut que nous acceptions cette notion-là, mais il ne faut pas que nous en soyons victimes, c'est-à-dire qu'il faut que nous nous donnions les moyens justement d'aller à la conquête de tout cela. Parce que c'est ça que le principe de vie attend de nous. Bien sûr, bien sûr. Et je voudrais revenir un petit peu là, justement, sur les cancers, parce que nous, on a des femmes, des hommes, alors on a beaucoup cancer du sein, d'utérus, foie, pancréas. Donc, le corps vient nous délivrer un message. Est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu les grandes lignes de ces messages que ces maladies viennent nous délivrer? Mais déjà sur le champ fondamental, après je ne rentrerai pas spécifiquement dans le détail de chacun parce que on est là sur quelque chose qui est extrêmement sensible et qui, comme toutes les pathologies pour lesquelles, quel que soit le niveau atteint par la science, on a vraiment du mal à prétendre qu'on arrive à soigner, euh, 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 de comprendre qu'il faut se réapproprier quelque chose qui est la notion même du vivant. Qu'est-ce que c'est que le processus cancéreux? C'est le moment où une première cellule, puis deux, puis trois, refuse la mort. C'est-à-dire au moment de l'apoptose, qui est le moment où la cellule doit mourir et que notre système immunitaire doit la détruire, eh bien, elle cache les marqueurs de cette fin de vie parce qu'elle va continuer à exister, à vivre. Ça, c'est quelque chose qui traduit notre peur consciente ou non, mais irrépressible de la mort et qui, de fait, nous amène à nos cultures de jeunisme, de rejet ou de refus de ce que les marques de l'âge peuvent signifier, parce que dans notre vision, notamment occidentale, la vieillesse, c'est la décrépitude, et la mort, c'est la fin de la vie. Sauf qu'il faut se rappeler une chose, c'est que la mort, c'est pas l'inverse de la vie, c'est l'inverse de la naissance. C'est-à-dire que c'est une phase de transition, une phase de passage. Que la vieillesse est effectivement une phase dans laquelle les capacités diminuent dans un certain sens, mais justement pour quitter le sens et le monde de l'agir, commencer à poser des critères et des références qui soient des réflexions. C'est théoriquement la période où la sagesse est censée arriver et nous arriver et que nous devons accueillir profondément ces principes de vie. Ensuite, à l'intérieur de tout ça, il y a l'idée, l'image de ce que nous sommes. Il y a une véritable explosion de ce qu'on appelle les incidences des différents types de cancers. Pourtant, Dieu sait si ça fait des décennies et des décennies qu'on investit des centaines de millions d'euros dans des recherches, etc., etc. Mais notamment à travers, par exemple, tous les cancers qui touchent la femme, on ne fait jamais de lien, malheureusement, entre leur émergence et leur incidence. Je ne suis pas en train de dire que c'est à cause de ça, mais je pense que c'est un terrain qui est un terrain aggravant sur la conscience que les femmes ont d'elles-mêmes, l'image qu'on leur donne d'elles-mêmes, ce qu'on leur fait croire qu'elles sont, ce qu'on leur dit qu'elles doivent rejeter qu'elles sont, etc., etc. Sauf que les axes dans lesquels elles souffrent, et ça commence avec les dysménorrhées, ça continue avec l'endométriose, et puis après ça peut continuer avec tout un tas de zones corporelles, comme effectivement celles qui sont touchées par les cancers, par le fait que d'abord peut-être que l'identité de femme, l'identité de mère est quelque chose qui a besoin d'être reconstruit, réconcilié, etc. Non pas en revenant aux archétypes de l'époque de la grotte, encore que dans ces époques-là, ce qu'il y avait de plus précieux était confié aux femmes, ça s'appelle le feu, c'était elles qui étaient les gardiennes du feu, donc contrairement peut-être à ce qu'on peut y projeter, elles étaient considérées à un certain niveau, mais passons sur cette discussion-là et ces discussions de société. Je pense qu'effectivement, les femmes aujourd'hui ont besoin de revenir d'une façon apaisée et pacifiée à elles-mêmes. Ça passe aussi, ça bien sûr, par le fait que les hommes pacifient leurs relations à eux-mêmes. C'est-à-dire que le problème, la femme est une énigme pour l'homme. Le problème, c'est que l'homme, quand il est confronté à une énigme, il résout les choses en force. Et ça donne, et ça génère, bien entendu, à ce moment-là, des types de relations qui ne sont pas obligatoirement les plus sains et les plus équilibrés. Et que je crois que les pathologies, qui sont les pathologies de ce niveau-là, que ce soit les pathologies que vous avez évoquées concernant plutôt les femmes, ou que ce soit les pathologies cancéreuses générales, elles sont la signature que le rapport que nous instaurons à la vie en nous-mêmes et à ce que va être la vie avec un V majuscule dans le contexte et le monde dans lequel nous sommes, a malheureusement été mis sous le boisseau, n'est plus compris. Nous ne sommes plus dans la vie, nous sommes dans la survie.
et qu'à partir de ce moment-là, bien entendu, les systèmes qui, à l'intérieur de nous, sont censés faire le ménage. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie trop souvent. Notre système immunitaire, avant d'être destiné à nous défendre face aux agresseurs du monde extérieur, son premier rôle à lui, c'est de faire le ménage à l'interne. C'est-à-dire de nettoyer les choses en interne, que ce soit sur le plan du physique ou sur le plan du psychique. Et que, eh bien, restaurer un équilibre en soi, c'est lui redonner les moyens de faire son travail correctement. Mhm. Mais alors, justement, ces cancers, on parlait, mais maintenant, on a quand même des cancers de plus en plus jeunes. Avant, on avait un Oui, cancer 60, 70 ans. Maintenant, c'est 50, 40, voire 30 ans. Et il y a voir à la aussi, naissance. Voir à la et naissance. voilà, justement, et tous ces enfants-là qui viennent à peine de naître et qui sont déjà impactés par ces maladies-là. Comment on peut expliquer ça, en fait? C'est terrible. Bah, dans la vision occidentale, on ne peut pas l'expliquer. D'accord? Donc, on est confronté à une horreur, à un sentiment d'injustice absolue. Euh, je pense chez les parents qui vivent ça à une incompréhension, voire une colère violente et absolue contre la vie, parce qu'il y a un sentiment d'injustice. Quand on vit quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, qui ne peut pas trouver une place dans nos processus de vie, on ne peut que le vivre comme étant quelque chose de profondément injuste, comme étant une fatalité, etc. Et je sais que j'ai eu la même chose et la même question, j'avais les mêmes questions à travers tout ce qui était les questions du handicap. Mhm. Et c'est dans les philosophies orientales que j'ai trouvé une réponse à ça. C'est-à-dire que cette réponse, elle peut exister qu'à partir du moment où on conçoit que ce que nous appelons la vie, et qui en fait n'est que notre existence, n'est pas tout, et qu'elle n'est qu'une parcelle de quelque chose d'un peu plus large qui s'appelle la vie. Et que ce n'est qu'en écartant et en élargissant le propos qu'on va pouvoir trouver du sens à ça. Et à ce moment-là, eh bien, on va pouvoir découvrir, comme parfois, euh, dans des moments et dans des consultations et des rendez-vous qui ont été euh, extrêmement émouvants, éprouvants, touchants, et etc., avec des personnes qui étaient concernées par ça, du fait et de l'idée de se dire que peut-être cet enfant qui était venu là, il était peut-être venu nous apprendre à la vie. Il est peut-être venu nous donner une leçon. Il est peut-être venu s'inscrire. Parce que, vous savez, moi, il y a une chose que j'ai constatée, plus quand il y a des handicaps, parce que j'ai eu beaucoup moins de cas à traiter directement d'enfants cancéreux, parce que je considère que dans le cancer, les approches qui sont les nôtres ne sont pas satisfaisantes plus que les approches de la médecine pure et dure. On peut aider, on peut accompagner, on peut rien prétendre ni revendiquer. Mais que ce que j'ai rencontré dans les familles qui vivaient ça avec des enfants qui naissent handicapés ou autres, j'ai jamais rencontré autant d'amour et de respect de la vie que dans ces familles-là. Et que c'est peut-être déjà cette première leçon qui est venue là. Mhm. Ouais. Après, au-delà de cela, euh, il ne peut pas y avoir d'épreuves plus violentes, plus brutalisantes, plus déséquilibrantes, plus déstructurantes pour des parents que d'avoir un enfant qui est impacté par une maladie extrêmement grave, un accident ou un handicap. Et que, à minima, si peut-être quelque chose ne peut pas directement être expliqué sur ce qui est la pathologie de l'enfant, l'accompagnement et la, la capacité à amener un potentiel d'acceptation de ce qui est pour pouvoir essayer de le transformer peut être déjà un premier travail. Mhm. Bien sûr. Oui. C'est sûr. Et, et cette conscience-là de ce que ça nous amène. Donc, du coup, quand on prend conscience de ce message, que ce soit pour les enfants, pour les adultes malades, quelle est l'attitude à adopter une fois qu'on a pris le sens de cette maladie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, vous savez, c'est très difficile d'expliquer ça avec des mots. C'est quelque chose qui touche le ressenti, c'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui a été compris, lorsque une parcelle de la vérité qui est derrière tout ça a été touchée du doigt, ça génère une véritable transformation et un bouleversement intérieur chez la personne. Ça transforme son être, ça transparaît dans son regard. Il y a quelque chose. J'ai eu, moi, des leçons qui ont été des leçons particulièrement impactantes et formatantes pour moi, parce que quand j'ai eu à recevoir en consultation des personnes qui étaient en phase terminale,
c'est très difficile. Qu'est-ce que vous voulez pouvoir dire à la personne qui vient vous voir avec un bagage dans lequel on lui a dit, monsieur ou madame, il vous reste tant de temps à vivre. Ouais. Et puis, il arrive que des fois, des phénomènes étonnants se passent. Et que, oui, ben voilà, je me souviens d'une femme d'une cinquantaine d'années qui avait un cancer en phase terminale, cancer du péritoine, phase terminale, etc. et tout. Et alors, ce qui a été troublant, c'est que quand elle a pris le rendez-vous au téléphone, elle a dû sentir mon désarroi, enfin le fait de pas de dire mais qu'est-ce que je vais pouvoir, etc. Et donc qu'elle a senti à travers le blanc un peu au téléphone, et là j'entends cette femme qui me dit au téléphone, mais attendez, ne vous inquiétez pas monsieur, je ne vous appelle pas pour que vous me guérissiez, je vous appelle juste pour que vous m'aidiez à passer de l'autre côté. Qu'est-ce que vous voulez que répondre à ça, à part que c'est une gifle monumentale et qu'en même temps c'est un cadeau magnifique. Et on a pu faire un travail absolument extraordinaire avec cette personne-là, qui m'avait préparé une lettre, un courrier avec une photo d'elle qu'elle a donné à son mari à m'envoyer au moment où elle serait décédée. Est-ce que le caractère thérapeutique que l'on peut amener à ce moment-là est quelque chose qui, s'il ne peut soigner le corps, peut peut-être soigner l'âme et faire qu'à ce moment-là, il y ait sans doute une capitalisation qui se fasse dans un autre champ, dans un autre plan. C'est voilà, mais qu'il faut être là et il faut être présent. Il faut et ça fait partie des éléments que moi je forme dans mon institut avec les praticiens, dans lesquels je leur explique, je leur dis mais attendez, votre rôle n'est pas d'avoir un effet mécanico notable sur le plan physiologique obligatoirement. Bien sûr que détendre une douleur c'est quelque chose qui est important, etc. Mais il faut comprendre que votre travail, c'est aussi un travail qui traite autant le champ des subtils, on va dire, qui soigne autant l'âme que le corps. Et que c'est sans doute là qu'il y a une grande désespérance dans le monde, parce que quand vous êtes dans ces moments-là, vous êtes dans des moments où ce qui est censé représenter les référents et les références vous abandonne, puisqu'on vous dit que vous êtes incurable, hein, que vous êtes en palliatif ou en fin de vie. Et là, mais c'est terrible. C'est le premier coup de poignard et le premier coup de couteau qu'on vous donne quand on vous donne ça. Continuer à tenir la main de la personne et à l'accompagner, c'est quelque chose qui est central et qui est majeur. Et j'en ai eu une espèce de validation indirecte parce que j'ai eu à travailler ou à discuter ou à parler ou à rencontrer des personnes qui ont vécu ce qu'on appelle des EMI ou qui ont vécu des expériences de mort imminente, et etc. Il faut savoir que un nombre absolument important. Je n'ai pas de statistiques internationales, j'ai des statistiques aussi proches que possible. Plus de 80% des gens qui ont eu ça et qui étaient atteints d'une maladie grave, quand ils sont revenus, étaient guéris. Ah oui. Et que l'espèce de rencontre, alors que tout ça c'est des mots là aussi, mais qu'elles ont fait toutes, parce qu'elles décrivent toutes la même chose, avec cette espèce de dimension de l'amour inconditionnel qu'on rencontre dans ce moment-là, mais peut-être que c'est ça le thérapeute magique. Peut-être que c'est dans cet espace-là qu'on va rencontrer quelque chose qui va ranimer une flamme qui, à l'intérieur de nous, va pouvoir faire un travail absolument fabuleux. Bien sûr. Mais c'est vrai que nous, au sein de l'association, c'est une de nos missions, hein, d'accompagner, parce que justement, on a ces personnes qui ont eu ce verdict en leur disant on ne peut plus rien pour vous. Et en fait, le fait de rentrer chez eux à domicile et de porter ça, le fait d'être avec nous et de pouvoir le déposer, d'échanger, Oui, on voit tout de suite, ça leur fait énormément de bien et ça oui, leur fait aussi continuer d'exister. oui. Parce que du coup, ils n'existent plus vraiment, ils sont plus et ça les aide beaucoup dans leur cheminement Mais qui peut. parce qu'ils sont redevenus un être humain à qui on parle, parce qu'ils n'ont Mm. pas été désappropriés de leur corps, parce qu'ils redeviennent un espèce de tout. Et ça aussi, on le dit en médecine chinoise, on dit que la maladie naît du morcellement et que la santé naît de l'unité de l'être. Mm. Et bien sûr que c'est majeur. Pour les membres de votre association, il y aurait 3 livres que je pourrais conseiller s'ils ne les connaissent pas ou vous ne les Oui. connaissez pas déjà. Le premier d'entre eux, c'est un livre qui s'appelle L'amour, la médecine, les miracles.
qui est un livre qui a été écrit par un cancérologue nord-américain qui s'appelle le docteur Bernie Siegel. D'accord. Et qui est un livre qui est remarquable. Parce que, et là, vous avez affaire à quelqu'un de sérieux, c'est pas comme moi. C'est quelqu'un, c'est lui, il est scientifique. C'est un vrai, il a le tampon de la faculté qui est marqué scientifique. Donc, c'est vraiment quelqu'un de. Voilà. Et lui, il a une phrase qui est une phrase magique. Il dit tout d'abord, le diagnostic n'est pas le pronostic. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième des leçons qu'il donne, ben, c'est dans la manière avec laquelle il explique comment on peut concevoir le cancer, comment on peut l'accompagner. Et il cite des cas de rémission qui sont absolument troublants. Et puis les deux autres livres que je peux vous conseiller, c'est un premier livre ce sont deux livres qui ont été écrits par une personne. Je suis en train de les chercher, peut-être comme ça vous verrez les couvertures. C'est une personne qui a vécu une EMI. Est-ce que vous voyez là? Oui, c'est bon. Voilà. C'est une personne qui s'appelle Fabienne Raoult. C'est une femme ingénieure, comment on appelle ça, nucléaire. Donc cerveau gauche très bien formaté, etc. Puis qui un jour a fait une expérience de mort imminente. Et elle en est revenue. Et en revenant, elle s'est guérie d'une maladie neurologique très grave. Et donc, bien sûr, elle a été extrêmement impactée. Et donc, du coup, elle a ensuite, quand elle est revenue, elle a changé radicalement de vie. Elle s'est mise à partager son expérience et elle s'est mise surtout à réfléchir, à étudier, parce qu'elle a découvert dans ce monde-là, chaque fois qu'elle rencontrait des personnes avec qui elle parlait et qui avaient fait les mêmes expériences, que beaucoup d'entre eux ou d'entre elles avaient guéri de quelque chose. Et il a fait une enquête qui est une enquête qui s'appelle, est-ce que vous voyez là? Oui, oui, oui. Voilà. Ah oui, ce livre. Des guérisons qui défient la science. Ouais. Et donc, je pense que ces deux ouvrages, qui vont être un apport, non pas de pensée magique, qui vont être un apport juste de dire que s'il y a une seule chose fondamentale à ne pas mettre en place, c'est ce qu'on appelle la frontière du possible. Ne pas mettre d'impossibilité quelle qu'elle soit. Passer par un accueil inconditionnel qui, dans un premier temps, est le plus terrible des accueils. C'est accepter de mourir. Et que c'est peut-être parce qu'on accepte de mourir, parce que c'est un des éléments qui émergent dans les EMI, qu'à partir de ce moment-là, on peut se réconcilier avec la vie et le vivant. Ah oui. Mais tout ça, ce sont des mots. Je ne sais pas, moi, si j'étais impacté par ça, et si j'étais, qu'on me diagnostiquait un jour une pathologie de ce style-là, je ne sais pas du tout si je serais capable d'aller jusque-là, parce que ça, c'est quelque chose qui appartient et qui est propre à chacun. Oui. Et du coup, c'est vrai que dans la médecine, là, on nous parle jamais de guérison, on parle de rémission au niveau du cancer, et Oui. on dit toujours, voilà, il faut, voilà, il y a souvent des rechutes qui sont là. Oui. D'après vous, pourquoi il y a ces rechutes qui reviennent alors? Qu'est-ce qui fait que, est-ce que le message, ils ont oublié le message qui était venu, qu'ils avaient reçu, est-ce Mais qu'on repart dans les travers? Ont-ils reçu un message? Ouais, aussi. C'est déjà ça la première question. À partir du moment où, quand vous avez cette maladie, quand on vous soigne, on vous désapproprie de vous-même. Vous n'avez rien à dire, vous n'avez pas discuté, vous n'avez pas commenté. Même si ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé parce que maintenant, on instaure quand même un accompagnement avec des psychologues, avec des moments d'échange de paroles, ou etc., etc. Mais en même temps, c'est toujours quelque chose qui est unilatéral. C'est-à-dire, l'information, elle est toujours du sachant vers celui qui est soigné. Et je pense qu'il y a un vrai besoin pour pouvoir connecter ou contacter le message, que dans l'espace de rencontre ou de discussion, le patient puisse exprimer ses vécus, ses vies, ses peurs. Mais qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a des choses très basiques et très simples. C'est que quand vous avez cette maladie et que vous rentrez dans vos contextes et que vous voyez la douleur de ceux qui sont autour de vous par rapport à votre maladie parce qu'ils ont peur de vous perdre, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous êtes rentré dans le déni, vous mettez une chape de plomb et vous taisez votre propre souffrance. Et c'est à partir de là où ça devient compliqué. Alors qu'il faudrait réapprendre tout simplement à partager les peurs, à les évoquer et à en parler. On sait le faire avec un enfant. Quand il a une peur ou etc., on en parle avec lui, on dédramatise. Et je pense qu'il serait important de pouvoir réinstaurer une capacité à soi, une capacité à en parler. Malheureusement, lorsqu'on est confronté à une pathologie, qui sont des pathologies aussi graves que ça,
Et quand on vous annonce cancer, vous savez, que les gens le veuillent le reconnaître ou pas, ce qu'on entend derrière, c'est mort. Voilà, Mhm. il y a une Bah espèce de... déjà, tumeur. Hein. Voilà, Ouais, ouais. tumeur, quel nom magnifique. Hein. Oui. Voilà. Et donc, lorsqu'on vous annonce ça, bien évidemment, et à partir de ce moment-là, ben, il va y avoir une fuite, une stratégie. Ensuite, dans la manière de soigner, on ne vous demande pas de commenter ou de faire, etc. On vous donne les traitements, on vous met dans les, etc., etc. On vous dit, ben voilà, vous prenez, même déjà au niveau des examens, écoutez, chère madame, voilà, a priori, il y a un fort soupçon et tout, on va faire les examens, on verra, puis vous revenez en 3 semaines. Que Mhm. fait la personne pendant 3 semaines? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur d'elle, etc. Et que donc, il y a une nécessité majeure, surtout quand on a été en rémission. Il y a une nécessité majeure à parler. Il y a une nécessité majeure, et si ça ne peut pas être avec les proches, il y a une nécessité majeure à l'être avec d'autres, voire à se faire accompagner. Et si c'est avec les proches, il faut comprendre que c'est les proches qui ont le plus peur. Le malade, Oui. souvent, il est plus courageux que les proches. Et Mhm. qu'il faut que ce soit le malade qui parle. Et la personne qui est en rémission, quand la rémission est annoncée, etc., ben voilà, il faut qu'elle réunisse tout le monde. Il faut qu'elle dise, voilà, j'ai cette nouvelle, voilà. Ben vous savez qu'on y est passé près. Il faut Oui. regarder les gens dans les yeux et il faut leur dire, vous savez que dans vos regards, même si vous disiez rien, je voyais bien que vous aviez peur que je meure. C'est-à-dire, il faut aller au bout, Ah. il faut exorciser ça. Mais Après, complètement. après qu'est-ce qui fait qu'il y a une rechute? Ça serait tellement prétentieux de pouvoir donner une explication à ça. Mhm. Mhm. Mais c'est vrai que nous, on le voit parce que vous savez, on accompagne les personnes malades, mais on accompagne également les aidants. Et c'est vrai que quand on arrive, souvent les diagnostics sont quand même avec des pronostics vitaux bien engagés. Oui, Chacun est dans son coin avec ce qu'il doit porter, là, cette annonce de fatalité. Et en fait, il nous arrive de temps en temps de venir pour l'aider et il dort ou autre, on est avec les dents. Et les dents nous parlent de ses peurs. Il nous explique, et déjà il dépose quelque chose. Et puis, oui, et après, on arrive aussi à faire le lien entre eux, entre l'aidant et l'aidé. Et oui. on a vu hein, dans les accompagnements qu'on effectue, on arrive à rétablir aussi ensemble vraiment quelque chose de dialogue, de discussion qui vont pouvoir aller au-delà. Parce qu'ils n'arrivent pas à aller face à l'autre et à s'ouvrir et à se dire les choses. Et c'est vrai Oui. qu'on sert d'intermédiaire et on voit hein, dans les retours que ça les aide énormément. Et c'est magnifique ce que vous faites. Ben, on essaye, mais en tout cas, Et ça se arrêtez voit. d'essayer. Hmm. Non, oui, c'est vrai, c'est Mais vrai. voilà. Mais non, mais c'est magnifique ce que vous faites. Prenez-le Ouais, comme tel, comprenez-le. oui, oui, oui. Vous savez, c'est comme si la fourmi qui pose la première brindille, elle se posait des questions de se dire à quoi ça sert juste de poser une brindille. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce sont Non, tous mais des... on est très fiers de ce qu'on fait et on le voit de toute façon dans les retours qu'on a, ça c'est sûr. Hein. Et c'est pour ça qu'on continue et qu'on avance. Mais voilà. Hmm. Mais Mhm. voilà, mais c'est très très bien. Et mais je vous le dis, je vous mets très à l'aise là-dessus. C'est aussi ce qui a fait que j'ai été d'accord pour partager un temps avec vous et pouvoir en parler. Parce que c'est tellement important. C'est tellement important, c'est tellement... Et c'est un pur devoir d'humanité. Donc C'est ça, complètement. voilà. Ouais, ouais, complètement. Et donc, je voulais aussi évoquer quand même une autre maladie qu'on voit quand même de plus en plus, la maladie de Charcot, qui est quand même assez, Oui. où c'est vraiment là, c'est autre chose. Hein, qu'est-ce que ça aujourd'hui on n'en entendait pas parler avant. Alors, peut-être qu'on nous le disait pas, mais pourquoi là c'est parce que là c'est quand même assez Ah ben c'est compliqué. violent. C'est violent. Oui, Dans le oui. diagnostic et le pronostic, c'est violent. Mais Hmm. parce qu'on est exactement dans la même configuration que dans la configuration du cancer. C'est-à-dire que on est là dans une problématique aussi des paramétrages du système immunitaire. À partir du moment où notre système immunitaire, parce qu'on est dans un principe auto-immune, se déparamètre, et là, à l'inverse de ce qui se passe dans le cancer, c'est-à-dire là, il devient au contraire excessivement agissant, il finit par détruire des structures, et notamment des structures de myéline, des structures du système nerveux. Et donc, le déparamétrage du système immunitaire, il parle très précisément de tout ce que l'on évoque. La définition même en médecine moderne du système immunitaire, c'est la capacité à faire la différence entre le soi et le non-soi. Hmm. Mais là, tout est dit, puisque nous avons des modes de vie
qui nous éloigne de plus en plus de nous-mêmes. Or, pour pouvoir se protéger de quelque chose, encore faut-il savoir quoi défendre. C'est la conscience de nous-mêmes qui est mise à mal, dont nous sommes désappropriés ou que nous avons tout simplement abandonné et laissé à d'autres. Nous sommes dans des environnements et dans des cultures dans lesquelles nous malmenons cela. Et comme il y a une espèce de vide, de vécu dramatique, de vacuité, eh bien, nous rentrons dans des comportements et dans des modes de vie qui deviennent compensatoires. Donc, nous allons compenser par le travail, par l'alimentation, par le sport, par tous les excitants divers et variés, par la surconsommation de sucre, par l'alcool, par le tabac, par le sexe, par la violence, par toutes les modes compensatoires possibles et imaginables qui sont ceux qui vont nous amener à continuer à ressentir que nous sommes vivants. Sauf que ce que nous ressentons, ça n'est plus de la vie, c'est des réflexes de survie et de survivance. Et on le voit notamment aussi à travers les populations jeunes. De plus en plus de gens se couvrent de tatouages, se percent, se mutilent, se scarifient. Il y a une explosion de la désespérance, il y a une explosion des suicides chez les jeunes. C'est-à-dire que nous sommes dans des modes de vie dans lesquels le vide, dans lesquels le manque, dans lesquels l'absence, quelles que soient les raisons de cela, nous amène à nous malmener, à nous maltraiter. Sauf que des maladies comme Charcot, mais comme toutes les maladies auto-immunes, qui ont commencé avant de devenir vraiment auto-immunes, ont été toutes les maladies qui étaient des problématiques d'allergie qu'on avait à une certaine époque. Eh bien, elles sont toutes la signature d'un malaise et d'un mal-être avec soi parce qu'on ne sait plus qui on est, on ne se reconnaît plus. Donc, on va considérer comme étant dangereux ou agressants des choses qui nous sont propres. Donc, on va détruire des cellules articulaires, on va détruire des cellules, on va faire un Hashimoto, on va détruire des cellules de la thyroïde, on va détruire des cellules du système nerveux. Or, le système nerveux, quel est son rôle? Eh bien, il nous permet, d'agir, il nous permet, de ressentir. Eh bien, si le monde extérieur ne nous satisfait plus, on n'a plus envie d'y agir. Et si le monde extérieur nous fait mal, on n'a plus envie de le ressentir. Et donc, on va avoir des modes dans lesquels on va rentrer dans des désappropriations, soit par l'anesthésie de la conscience, ce sont tous les modes que je vous ai évoqués, qui peuvent donc aller jusqu'au burn-out, jusqu'à l'addiction, etc., où on va aller vers des modes qui vont être des modes d'évacuation vers l'interne. Ça commencera avec de la sclérose en plaques, en allant jusqu'à la maladie de Charcot, etc., etc. Oui. Oui. Et justement, alors là, si vraiment dans un monde meilleur, on va dire, si on faisait pour que justement on n'arrive pas jusque-là, jusque la maladie vienne frapper, qu'est-ce qu'on pourrait faire, mettre en place dans nos vies pour que justement on n'attende pas que ça vienne frapper la maladie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que vous faites? C'est-à-dire réfléchir, se poser des questions, arrêter de croire que tout est dû. La santé, c'est pas un dû, c'est un devoir. C'est un devoir à soi et c'est un devoir aux autres. Si je suis en bonne santé, que je me porte bien, je vais donner avoir envie aux autres, envie de peut-être suivre quelques exemples que je peux montrer. Si je suis respectueux vis-à-vis de moi-même, que ce soit mon corps ou mon esprit, c'est-à-dire que je ne fasse pas rentrer n'importe quoi dedans. C'est quand même intéressant le monde dans lequel nous sommes. On va gommer la cigarette qui était à la bouche de Delon sur je ne sais plus quelle publicité, parce que vous comprenez, si on montre quelqu'un qui fume, ça peut donner envie aux gens de fumer. Et les mêmes qui vous disent ça sont ceux qui trouvent que ça n'est pas gênant de voir des films de violence ou des jeux violents. Il y a un moment donné, il va falloir appeler un chat et qu'on revienne. Ça aussi, je le mets dans mon livre. Je dis, mais il faut surtout pas s'endormir en ayant regardé des films d'horreur, des films violents ou les informations en boucle. Ça, c'est sûr. Ouais. Parce qu'il faut savoir que la nuit, c'est la phase où notre inconscient mémorise tout. Si nous nous endormons sur de la violence, eh bien entendu que c'est ça que nous allons intégrer et mémoriser. Et la violence, quand elle est à l'intérieur, elle fait son travail.
Et que s'il y avait un conseil dans un monde idéal qui serait à donner, c'est rappeler que la station debout, c'est-à-dire se tenir droit, c'est un effort. Ce sont des centaines de millions de fibres musculaires qui travaillent en permanence. La station debout et droite, ça n'est pas un équilibre naturel. C'est quelque chose qui se travaille en permanence. Et j'avais un grand maître d'aïkido qui disait, soyez droit et la tête haute, et petit à petit, votre esprit sera pur et élevé. C'est-à-dire que ce qui est le postural, ça n'est pas quelque chose qui est indépendant de tout le reste. Et si je me conçois comme ayant un regard qui porte loin, eh bien peut-être que cela veut dire que le regard de mon âme va aussi porter loin. Et que c'est vers cette exhortation qu'il faut aller. Ben, vraiment, c'est vraiment une belle note positive. Et puis, de cet échange que l'on a ensemble, là, vraiment, ça porte tellement. Et c'est aussi ça, nous, ce qu'on veut, c'est aussi, à travers ces témoignages, ces échanges, ces partages, pouvoir aussi éclairer d'autres personnes, les questionner, les interroger pour qu'on puisse vraiment aller vers ce monde meilleur et qu'on puisse Et leur donner envie. apporter notre touche. Oui, c'est Et ça. leur donner envie. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais laisser la place aux bénévoles pour qu'elles puissent Oui, aussi ben, vous poser une question. Voilà. Donc, d'accord. si vous pouvez lever la main pour les personnes à poser une question, je vous laisse réagir. Personne n'est intéressé. Si, 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 si. Elles boivent vos paroles, vous savez, Oui, là. oui. C'est juste le temps de trouver le bouton, mais ça va plus vite à désactiver le micro. Bonjour Michel Oudoul. Bonjour. Je me permets de vous poser la question. Vous avez abordé l'endométriose, mais il y a aussi la fibromyalgie et la polyarthrite. Euh, Oui. qu'est-ce que vous pensez un petit peu de ces maladies aussi Ah ben, ce sont toutes des maladies. Vous savez, moi, j'ai dans les formations que je fais pour les praticiens de mon institut, il y a des modules qui sont des modules dans lesquels on aborde ce qu'on appelle des protocoles particuliers qui sont adaptés à un certain nombre de choses. Et dans les protocoles qui sont les protocoles qui ont été mis en place du fait des pathologies d'aujourd'hui, il y a la fibromyalgie, il y a tout ce que sont les problématiques auto-immunes, il y a les problématiques d'endométriose, etc., etc. Parce que ce sont des maladies d'époque et de société. La fibromyalgie, il y a encore pas très très longtemps, elle était dédaigneusement mise dans la poubelle de la psychosomatique. On expliquait aux gens, et notamment c'est une majorité de femmes qui est concernée par ça, on leur disait c'est dans votre tête. Il n'y a rien de plus violent et de plus méprisant que de dire des choses pareilles. Et la fibromyalgie est quelque chose de totalement différent de la polyarthrite rhumatoïde, j'y viendrai tout à l'heure. La fibromyalgie, c'est effectivement un syndrome diffus de douleur. Maintenant, on sait à peu près bien le diagnostiquer. On connaît les 18 points fondamentaux qui, par palpation, si 11 d'entre eux sur les 18 sont sensibles, on pose le diagnostic de fibromyalgie. On sait moins bien le traiter parce que les antalgiques ne fonctionnent pas, parce qu'on n'est pas sur une douleur qui est une douleur mécanique. On est sur une douleur qui est une douleur, on va dire plutôt neuro-psycho-énergétique. C'est-à-dire ce sont des flux vitaux qui sont tensionnels et qui font qu'en fonction de certaines circonstances, telle ou telle partie du corps va être douloureuse. Derrière la fibromyalgie, il y a vraiment une idée de fond, c'est que la personne, elle a un ressenti et un vécu fondamental d'avoir été malmenée, maltraitée. Elle a un ressenti, d'ailleurs, et quand on a fait parler en consultation, elle vous dit, mais j'ai l'impression d'avoir le corps roué de coups. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'elle est couverte de bleus. Mais les bleus qui sont les siens ne sont pas des bleus du corps, ce sont des bleus de l'herbe. Elle a été maltraitée. Elle a été... on n'a pas respecté, au propre ou au figuré. Hein, et donc ça appartient après à l'histoire de la personne. Et que tant, il ne suffira pas de faire un travail, parce que les techniques de shiatsu, parce qu'elles détendent le corps, permettent déjà d'améliorer beaucoup les choses. Il va falloir faire un travail au niveau énergétique et il va falloir faire un travail au niveau psycho-émotionnel aussi, parce que il faut amener la personne à identifier les grandes phases de la maltraitance qui a été la sienne, de ce qu'elle en a vécu, et lui donner les moyens de comment faire pour s'en sortir. Ça, c'est tout un protocole d'accompagnement et de traitement qui est quelque chose qui existe. Pour ce qui est de la polyarthrite rhumatoïde, là, on est dans une atteinte qui est une atteinte de type auto-immune. On a soupçonné longtemps une cause virale, etc., etc. On est véritablement dans une problématique auto-immune. C'est-à-dire que là, on a le système immunitaire qui détruit les capsules articulaires et
avec un process d'évolution qui est toujours le même. Ça commence au niveau des mains et des poignets, après ça va au niveau des coudes, après ça peut aller au niveau des pieds, puis au niveau des genoux, après au niveau des épaules, etc. On est là en présence en fait de quelqu'un qui était sans doute quelqu'un qui a, quelles que soient les raisons, et à tort ou à raison, considéré qu'il fallait qu'elle maîtrise tout et qu'elle tienne tout. Et qui a pris cette espèce de stratégie en compte à un point tel que cette volonté de tout maîtriser a fait que petit à petit, l'extérieur et les choses qui sont autres que soi ont été vécues comme étant potentielles de désordre ou de risque. Donc on essaye de les maîtriser et de les tenir, mais à un point tel qu'on finit par considérer même que certaines cellules de soi-même sont celles qui sont dangereuses, éventuelles, et à ce moment-là, on les détruit. Il y a un vrai travail de fond à faire pour la personne. En allant vers ce qui est une première piste de réflexion, c'est que souvent, les femmes qui sont atteintes de polyarthrite rhumatoïde, quand elles sont enceintes, vivent une rémission. Et que donc, la participation à la construction d'un principe de vie, plus l'amour qui y est, peut être soupçonné comme étant curatif. Et à ce moment-là, transposer ça après dans la vie de la personne, c'est-à-dire la ramener progressivement peut-être à un rapport à la vie un peu plus aimant, et pas n'importe quelle vie, un rapport à elle-même et un rapport à soi-même un peu plus aimant, en évitant les compensations dont on ne se rend pas toujours compte sur le plan alimentaire, qui sont celles qui vont aller chercher la douceur qui manque, ça s'appelle le sucre. Et que la suppression des sucres rapides va être quelque chose qui va beaucoup aider. Merci pour votre réponse, hein, très complète. Infiniment. Merci. Merci. Une autre question? Oui, alors, est-ce que vos travaux sont basés sur les travaux du docteur Hammer? Non, pas du tout. La vision du docteur Hammer est une vision qui considère très globalement ce qu'on appelle le décodage biologique, qui considère qu'un vécu conflictuel qui s'est inscrit de façon mémorielle à l'intérieur de l'individu a des conséquences au niveau cérébral, enfin, etc., etc. Et j'avais eu l'occasion de rencontrer Dr Hammer il y a un certain nombre d'années au cours d'un congrès auquel j'avais participé en Italie. Nous ne sommes pas dans la même logique et dans la même vision. Je ne suis ni compétent, ni suffisamment au fait de la façon dont il travaille ou dont un certain nombre des personnes qui ont suivi ces travaux travaillent pour être capable de le juger et de dire c'est bien ou c'est pas bien. La vision, moi, qui est la mienne, est une vision qui est en dehors de ce champ-là et de la dimension biomécanique, qui part d'un principe que la maladie ou la douleur n'est pas obligatoirement le résultat d'un conflit. Elle est le résultat d'une tension, c'est-à-dire de quelque chose et d'un vécu. Une extrêmement bonne nouvelle peut tuer quelqu'un d'un infarctus. C'est-à-dire qu'il y a derrière la vision qui est la même de la psychoénergétique et du champ psycho-émotionnel, l'idée de dire, c'est lorsque l'individu est confronté à un vécu ou à une rencontre ou à un processus de vie qui le dépasse, il va essayer de le traduire ou de le transiter ou de l'éliminer, de le faire disparaître en utilisant son corps comme vecteur. Il a toujours des signes avant-coureurs de cela, et quand il ne les entend pas, arrive le moment où le signe va devenir corporellement plus marquant pour attirer l'attention. Mais on n'est absolument pas dans quelque chose qui se traduit par les modes ensuite curatifs et interprétatifs qui sont ceux du décodage biologique. D'accord. Ok, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Quelqu'un d'autre a une question ou pas? Non? Moi, je voulais quand même poser aussi la question Alzheimer, Parkinson, parce que ça aussi, pareil, il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ah ben ça, je les évoque Oui. où tu as mal, etc. Là, on est très précisément, mais dans les maladies neurologiques en général, mais on est très précisément dans la manière avec laquelle, alors pour tout un tas de raisons, etc., l'individu se déconnecte du réel parce que le réel fait mal. Soit parce que le réel est un réel qui a contraint toute sa vie l'individu à rentrer dans un cadre bien précis, à bien faire des choses comme il faut et à toujours faire ce qu'on lui dit. Et c'est ce qu'on va trouver de façon assez caricaturale, hein, si j'ose dire, derrière Parkinson.
Les parkinsoniens sont des personnes qui sont en surmaîtrise absolue du monde extérieur pour bien faire, pour ne pas commettre d'erreurs, pour être bien au point, pour être bien juste comme il faut, en fait, etc., etc. Alzheimer, là, on est dans quelque chose qui est carrément une déconnexion de la conscience. C'est-à-dire qu'on se coupe du rapport au monde parce que ce monde, lui, il nous a contraints, mais il nous a fait souffrir. Et donc, on est dans la manière avec laquelle on s'éloigne de lui. Et c'est assez troublant de voir que, du moins dans les premiers temps, dans Alzheimer, les moments où de la mémoire revient, c'est toujours à travers des faits positifs. C'est-à-dire que il y a un film magnifique avec Hélène Carré qui s'appelle Se souvenir des belles choses et qui parle très très bien de ce qu'est la question d'Alzheimer. Et la particularité de ces pathologies, c'est que elles ont aussi un sens pour ceux qui sont autour. Parce que ce soit dans Parkinson, dans Alzheimer, la maladie, elle amène et elle conduit à l'obligation, bien sûr, ceux qui sont autour de prendre en charge tout ce qui avant avait été remis à la personne qui est là et qui n'est plus en capacité de le faire. D'accord, d'accord. Oui, évidemment, on retrouve. Hein, moi, j'ai eu le livre il y a 30 ans et je l'ai racheté avec la réédition, avec le beau poster qui est magnifique. Hein. Ouais, ah oui, oui. Parce que Il est très belle, c'est vrai, oui, oui, oui. Ouais, il est superbe et c'est vrai que vous évoquez beaucoup de choses, mais c'est vrai que si ça peut, je demande quelques maladies comme ça pour que les gens se disent, tiens, il y a aussi d'autres choses dans le livre. Hein, le mieux, c'est de l'acheter, de le lire, mais comme ça au moins, ça va pouvoir un petit peu les enseigner sur quelques points. Et je voulais revenir aussi sur quelque chose. On se rend compte beaucoup que le cancer du sang chez les jeunes, chez les adolescents, est vraiment... Aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de cas comme ça. Alors, le sang, qu'est-ce que ça veut dire un petit peu tout C'est ça? la vie. C'est la D'accord. vie. Oui. Donc, manifestement, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Et c'est très difficile, vous savez, de répondre comme ça à distance, Oui, je sais bien. de façon globale. Donc, à nouveau, je voudrais insister sur l'idée, il n'y a pas de notion de valeur, de bien, de mal, etc. On n'est pas dans ce processus-là. Vous savez, nous, on traite par exemple beaucoup d'ados qui sont en désespérance et donc avec comme cheminement final qui est le suicide au bout. Donc, il faut bien sûr être extrêmement précis et prudent, etc. Mais qu'est-ce qui fait qu'un jeune, à un moment donné, rentre dans la désespérance? C'est-à-dire considère qu'il a de moins en moins de raisons d'être ou de vivre. Et la désespérance, c'est quelque chose qui est plutôt, on va dire, psycho-émotionnel comme type d'atteinte. On est un peu comme l'état dépressif. Mais la dépression grave, c'est comme le cancer dans le corps. Et le cancer du sang, c'est comme la désespérance. C'est-à-dire qu'il y a sans doute une espèce d'appel absolu à ce qu'on s'occupe. Alors, suivant les cas, très souvent, c'est quelque chose qui est réversible. On arrive à sauver énormément d'enfants qui ont cette problématique-là. Mais il faudrait j'aimerais tant avoir la clé. Oui. Ce qui est très bien aussi, c'est que se développe quand même cette médecine intégrative, hein, le corps et l'esprit. Alors, ça commence à émerger, mais Oui. c'est encore, il y a encore beaucoup à faire là-dessus. Hein, mais ça pourrait être quand même une des clés qui pourrait amener quand même à autre chose, je pense. On y travaille. Il y a des gens qui travaillent. J'en fais partie. J'ai participé à des congrès de médecine intégrative. Je participe à un congrès de médecine, méditation et neurosciences. J'étais dernièrement aux assises des médecines complémentaires et dans l'optique de la création d'une médecine, de la réflexion autour d'une médecine intégrative. Il y a un institut dirigé par un cancérologue médecin qui s'appelle le docteur Toledano à Paris, qui s'appelle l'Institut Raphaël. Voilà, je l'ai rencontré lui, j'ai rencontré le docteur Wagner, etc. Il y a des choses qui se font. Il y a beaucoup d'environnements hospitaliers et de médecins de terrain qui envoient des gens en consultation, etc. Pour l'instant, ce qui traîne beaucoup les pieds encore, c'est la faculté. Toujours avec le même épouvantail qui est soulevé en disant oui, mais attention, les charlatans, les ceci, les cela. Mais on ne peut pas crier sans arrêt aux charlatans et ne rien faire pour la réglementation.
Et donc, si vous voulez, les choses vont se faire par les gens du terrain, par les gens de tous les jours, par la demande, et voilà. Et c'est là où on se rend compte que, contrairement à ce qui est malheureusement parfois souvent véhiculé dans les médecines douces, qui sont tristement en lutte contre la médecine conventionnelle, ce qui pour moi est une erreur dramatique, vous rencontrez énormément de médecins avec qui on peut travailler et qui savent faire des choses que nous, on ne sait pas faire, et qui sont capables de comprendre que nous, on sait faire des choses qu'eux ne savent pas faire. Nous avons une chance, nous, qui est que nous ne sommes pas pris en charge pour la plupart des choses. Donc, ça veut dire que nous avons le temps à consacrer aux patients. Le médecin classique, il n'a pas ce temps-là. Parce que les critères de la prise en charge font qu'en termes de temps, eh bien, il ne peut consacrer que 10 minutes, un quart d'heure maximum. Nous, à partir du moment où ce sont des mutuelles, donc librement choisies par les gens qui vont participer au financement des séances, nous avons la capacité de consacrer 1 heure à chaque patient. Et Dieu sait si là, il y a des choses qui peuvent exister, s'il y a des fenêtres qui peuvent s'ouvrir, voire des portes même qui peuvent s'ouvrir. Et je pense qu'ensemble, on a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Mais complètement. C'est vrai que nous, la mission principale au niveau de l'association Helperforce, c'est offrir du temps. Ça paraît comme ça bizarre, mais offrir du temps à l'autre pour qu'il puisse pouvoir exister, déposer. C'est tellement précieux, tellement précieux. Mais oui. Et donc, on est acteur de ce monde qui est en train de changer. Et voilà. Et aujourd'hui, par ces échanges avec vous, qu'on puisse encore avancer et puis continuer de développer l'association pour qu'elle puisse aller faire des pieds un peu partout et qu'on puisse continuer sur ce chemin en tout Oui, cas. mais comprendre la vraie valeur des choses aussi, très globalement, parce que quand on parle de la problématique du prix des consultations, personne n'est surpris et ne critique le fait de devoir payer 80 ou 100 euros pour faire réviser sa voiture, pour 1 heure de révision. Mais par contre, consacrer le même budget à soi, ça c'est quelque chose, on dit, bah non, ça fait cher, il faudrait la prise en charge. La deuxième des choses, c'est qu'on passe notre temps à courir après des choses, on perd un temps fou à faire la queue partout, et on trouve que c'est perdre du temps que de se consacrer du temps. Et là-dessus, il y a un paradigme culturel qu'il faut faire évoluer. C'est sûr. Je crois que c'est Voltaire ou Montesquieu, je ne sais plus lequel des deux, qui disait à son cocher, va doucement, Jacques, je suis pressé. La notion du temps, elle est essentielle. Elle est essentielle parce que le temps que l'on se consacre, c'est de la place qu'on laisse en soi à notre capacité à être. Complètement. Complètement. Je suis. Ben voilà, nous, on est sur les mêmes choses, on se retrouve là-dessus. C'est pour ça aujourd'hui, je pense que vous avez accepté aussi cet entretien. C'est parce que voilà, il y a des choses qui nous parlent sur. Voilà, on parle le même langage en tout cas. En tout cas, merci Michel Odoul de nous avoir consacré ce temps, d'avoir pu échanger, de nous avoir transmis votre savoir, de nous enrichir. Et puis aussi de nous donner cette force de encore nous développer, de continuer dans nos projets. Voilà, pour nous, c'est très, très important, vraiment. Oui, alors je vais faire avec vous ce que je fais avec beaucoup de patients quand ils me disent merci. Je leur dis, mais attendez, c'est pas à moi qu'il faut dire merci. C'est vrai. Hein, parce que c'est vous qui avez pris votre ordinateur ou le téléphone pour solliciter. Et puis, je voudrais juste vous rappeler tout ce que vous faites au quotidien. Oui. Hein, donc, merci à vous et merci de m'avoir donné l'opportunité de partager tout ça. Ouais. Merci. Eh ben, écoutez, quand on arrivera dans votre secteur, on vous fera signe et puis on échangera de nouveau avec vous si vous le souhaitez. On continue. On continue en tout cas l'avancée d'Helperforce. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Tac. Moi, j'aime ça parce que je veux te dire, tu sais, le mail.